Pour provoquer réellement ta transformation, abaisse ta résistance au changement. Tu as déjà remarqué comme certains changements peuvent sembler simples à mettre en place jusqu'au moment où il faut vraiment les vivre? Sur le papier, c'est clair. Dans l'idée, tu es d'accord, tu sais que c'est nécessaire, tu comprends que c'est le bon moment, tu vois même les bénéfices possibles, tu te dis oui, il faut que ça change. J'en suis à un stade où je ne peux plus continuer comme ça. Oui, ce nouveau fonctionnement sera meilleur pour moi. Et pourtant, au moment de passer à l'action, quelque chose se contracte. Une part de toi ralentit, hésite, négocie, en se disant: «Bof, finalement, je sais pas, il me semble qu'il me manque un truc» ou «Ah oui, j'avais dit ça, mais en fait, je dois d'abord gérer ça, c'est prioritaire» et tu trouves 10 000 raisons d'attendre encore un peu. Et très vite, on peut se juger, se dénigrer. On se dit: «Je bloque, je sais ce qu'il faut faire, mais je n'y arrive pas. Je galère à changer les choses. Je m'auto-sabote», comme si ce que tu étais en train de vivre était forcément un problème ou un défaut à corriger. Comme si ça prouvait ton manque de volonté ou comme si une part de toi était contre ton évolution. Mais si c'était en fait d'abord un réflexe de protection. Ton système ne dit pas: «Je refuse de vivre mieux», il dit: «Attends, ce que tu me proposes est inconnu et ce qui est inconnu peut menacer notre équilibre». Parce qu'il y a quelque chose d'important à comprendre, notre système intérieur considère le changement comme une menace pour notre intégrité et ce, même quand nous avons décidé nous-mêmes de l'amorcer. Parce que notre système a construit des repères, des habitudes, des stratégies, tout ce qui lui permet de se sentir en sécurité. Il a identifié certaines manières de faire comme utiles, protectrices et familières. Et quand une stratégie a fonctionné, même imparfaitement, notre système l'a validée et l'a conservée. Même quand cette stratégie n'est plus adaptée à nos nouveaux objectifs, il continue à y avoir recours. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Et décider de fonctionner autrement va modifier les repères installés. C'est pour cela que changer peut faire peur. Ce que tu vis quand tu négocies avec toi-même avant de passer à l'action a un nom, cela s'appelle la résistance au changement. Parce que oui, qui dit changement dit impact sur notre intégrité, sur notre cohérence intérieure, sur ce que nous reconnaissons comme étant, entre guillemets, «nous», sur les mécanismes que notre système a assimilés à du soi, à du connu, à du sécurisant. Alors naturellement, quand nous sommes placés dans une situation où nous devons changer notre mode de fonctionnement ou simplement le revoir, une résistance peut apparaître. C'est normal, même quand on veut changer, même quand on sait que c'est pour notre mieux, même quand on accompagne soi-même le changement chez les autres. Même moi, qui accompagne des personnes, des équipes et des organisations dans leur processus de transformation, je peux être confrontée à la résistance au changement si mon système n'est pas préparé à l'accueillir. Parce que connaître les mécanismes du changement ne veut pas dire que notre système intérieur va automatiquement se détendre devant l'inconnu. Il a besoin d'être accompagné et c'est exactement ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Abaisser ta résistance au changement, ce n'est pas supprimer toutes tes peurs ni forcer toutes les parties de toi à obéir. Abaisser ta résistance au changement, c'est attiser l'intérêt de toutes les parties de ton système pour qu'elles aient envie de prendre part à ce changement, pour qu'elles deviennent des moteurs de ce changement. C'est créer les conditions pour que ton système intérieur puisse se dire: «Je vois ce que ce changement permet de vivre, je sais ce que je dois apprendre, je comprends mieux ce qui se passe et où je peux agir en maîtrise, donc je peux participer sereinement». Et ça change tout, parce qu'on n'abaisse pas durablement une résistance en la dénigrant à grand renfort de: «Mais c'est simple, tout le monde peut le faire, regarde un tel, il ou elle a déjà réussi, toi tu attends quoi? Tu aurais dû déjà l'avoir fait». Non, on l'abaisse en créant un passage, un pont, en suscitant l'adhésion avec une meilleure compréhension de l'impact, de l'implication attendue. Quand on ajoute du contexte, quand on remet du sens, on crée un intérêt qui est beaucoup plus viscéral, beaucoup plus ancré. La résistance au changement. Et si on osait en parler autrement?
Bienvenue dans Le bonheur à la vie à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources sans se renier ni s'ignorer. Je suis Victoria Bonheur, accompagnatrice en élévation personnelle, tisseuse d'élan fluide et de clarté. Ce podcast est un espace de réflexion sans injonction pour celles et ceux qui veulent vivre autrement, avec plus de justesse, plus de paix, plus de présence. Aujourd'hui, nous continuons notre série autour des mécanismes du changement. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de ce que l'on appelle l'autosabotage et de ces mécanismes qui peuvent nous freiner en ce moment alors qu'ils nous ont aidés à survivre auparavant. Si tu ne l'as pas encore écouté, ce n'est pas impératif pour comprendre ce qui va suivre. Par contre, si tu as l'impression parfois que tu t'auto-sabotes, je pense qu'il t'intéressera aussi. Tu peux le retrouver quand tu veux dans la playlist du podcast Le bonheur à la vie à la mort. En attendant, retiens simplement ceci. Une part de nous ne résiste pas au changement par hasard. Elle résiste souvent parce qu'elle essaye de protéger un équilibre connu. Et c'est là que l'accompagnement au changement devient essentiel. Que le changement soit volontaire ou subi, personnel ou professionnel, petit ou grand, pour le vivre au mieux, il est important de mettre en place certaines conditions qui vont abaisser la résistance au changement. Et pour réduire cette résistance, il ne suffit pas simplement de décider plus fermement. Il ne suffit pas de se répéter: «Allez, maintenant je m'y mets» ou «Allez, maintenant j'arrête mes conneries et je change». Parce qu'un changement, ce n'est pas seulement une décision qui est prise. Un changement vient impacter tout un système et un système ne suit pas juste parce qu'on lui donne un ordre. Un système, il a besoin de se sentir en capacité d'absorber le changement et de retrouver son équilibre après qu'il ait eu lieu. C'est pour cela que l'accompagnement au changement repose sur 3 piliers essentiels: informer, former, impliquer, quel que soit l'ordre dans lequel on les aborde. Informer sur la nature du changement, sur l'intérêt et les bénéfices personnels de voir ce changement se concrétiser. Cela apporte de la clarté sur ce changement, ses conséquences, ses risques positifs et négatifs, et ça diminue le flou. Former pour s'assurer qu'on a les connaissances, les compétences et l'énergie pour survivre à ce changement. Pour notre système interne, il est toujours question de vie ou de mort. Quand on sait qu'on est en maîtrise, qu'on a les connaissances, les compétences et l'énergie pour survivre à ce changement, cela augmente la sensation d'être apte à intégrer le changement dans sa vie. La plupart des gens ne s'engagent que dans des actions qu'ils se sentent en capacité de réussir. Impliquer pour prendre conscience de l'impact de nos actions sur les résultats à obtenir et s'engager personnellement dans le processus. Parce que si le changement peut se faire avec ou sans toi, alors pour préserver ton énergie, ce sera sans toi. Et ce qui est intéressant, c'est que nous utilisons déjà ces 3 piliers dans la vie courante sans forcément nous en rendre compte. Imagine que tu veuilles aller découvrir un nouveau restaurant avec un ou plusieurs de tes proches. Tu pourrais dire: «On va là-bas, point final». Mais la personne pourrait te demander: «Pourquoi là-bas et pas ailleurs? Pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y a là-bas, en fait?» Et si tes réponses ne la satisfont pas, cette personne peut aussi te dire: Non, j'ai pas trop envie en fait. On va faire autre chose ou on se verra à un autre moment». Mais si tu veux vraiment que cette personne vienne et qu'elle partage ton enthousiasme, tu vas lui parler de l'ambiance, des spécialités, de ce que tu penses qui va particulièrement l'intéresser. Tu vas lui proposer de consulter le menu et les avis qui ont été publiés sur internet. Tu vas lui envoyer des photos, tu vas lui dire: «Tiens, regarde, ils ont aussi les plats que tu aimes, l'ambiance, est trop bien, c'est pas trop loin, le budget reste raisonnable» ou «C'est moi qui t'invite et puis si ça ne nous plaît pas, au moins on aura testé. Qu'en penses-tu?» Et là, la personne, elle est déjà embarquée dans l'expérience découverte du resto avec toi. D'après toi, quand tu fais ça, tu fais quoi? Eh bien, tu informes, tu formes, tu impliques, tu donnes des repères, tu crées des ponts entre ce que la personne connaît déjà et ce que tu lui proposes de découvrir. Tu ne lui demandes pas juste de sauter dans l'inconnu, tu rends l'inconnu déjà un peu plus familier. Et c'est précisément ça, accompagner un changement. Ce n'est pas enlever toute l'incertitude, c'est créer suffisamment de repères pour que le système accepte de s'approcher de ce qui est nouveau. Nous savons déjà faire ça avec les autres pour une sortie resto, un voyage, une activité qui nous intéresse ou une réorganisation de la déco du salon, par exemple. Et nous apprécions que les autres le fassent avec nous quand ils veulent qu'on s'implique dans une nouvelle activité.
Il est donc important que nous apprenions à le faire aussi avec nous-mêmes de façon consciente. Pourquoi est-ce que quand il s'agit de notre rythme de vie, de notre rapport au travail, de notre capacité à poser des limites, de notre organisation, de notre confiance, nous nous contentons de dire maintenant il faut que ça change et puis après nous nous énervons parce que tout notre système intérieur ne suit pas immédiatement. Alors qu'il y a tout un tas de parties de nous qui sont concernées au final. Le corps, le mental, l'intuition, l'énergie, les émotions, etc. Et tout ce monde-là doit pouvoir suivre. Sinon, on se fustige, on se blâme, on se dénigre. Alors qu'en réalité, nous sommes simplement en train d'attendre un changement de notre propre système sans l'avoir informé, formé et officiellement impliqué dans le schmilblick. Et ça, désolé de te le dire, mais c'est rarement que ça fonctionne en fait. Parce qu'un changement, même juste, peut être mal vécu s'il est mal préparé. Je répète cette phrase parce qu'elle est importante. Un changement juste peut être mal vécu s'il est mal préparé, même s'il est nécessaire, pertinent et bénéfique sur le long terme. Car si les parties concernées ne comprennent pas ce qui se passe ou ne savent pas comment s'impliquer, quoi faire ou agir, la résistance peut augmenter. Alors, je tiens quand même à préciser que ce que l'on appelle résistance au changement n'est pas un refus définitif. C'est plutôt un attends, explique-moi, je ne sais pas si je sais faire, je ne comprends pas ce que tu attends de moi. Je vois plus ce que j'y perds que ce que j'y gagne. Je veux bien avancer, mais pas dans le flou actuel. Et si on entend cette résistance uniquement comme un obstacle, on peut passer à côté de l'information qu'elle apporte. Parce que quand il y a un hic dans la mise en place d'un changement, c'est souvent qu'il y a un des piliers à revoir. L'information, la formation ou l'implication. Il y a une image que j'aime bien utiliser pour expliquer justement cette sensation. Nous avons comme une sorte de système immunitaire des idées. Je dis bien comme une sorte de parce que je l'utilise comme une métaphore. Quand une nouvelle idée arrive, notre système mental vérifie: est-ce que cela ressemble à ce que je connais? Est-ce que je peux l'intégrer? Est-ce que c'est compatible avec mon histoire? Est-ce que cela menace quelque chose en moi? Est-ce que cela ressemble à du soi ou est-ce que c'est trop différent et que je considère que c'est un corps étranger? Et quand ce qui arrive semble trop étranger, trop éloigné des repères déjà présents, notre système peut le rejeter au point où on peut même oublier qu'on a été confronté à cette idée. Pas forcément de façon définitive, mais le temps d'y être davantage exposé. Le temps de créer des ponts, de trouver des liens entre ce qu'il connaît déjà et ce qu'on lui propose d'intégrer. C'est pour cela que dans l'apprentissage, on part souvent de la réalité connue de l'apprenant. On relie une notion nouvelle à quelque chose qu'il connaît déjà. On cultive le sentiment de réussite, on donne des axes de contrôlabilité, on permet de choisir puis de s'engager. Comme le dit Fanny de Meudler de School Up, une fois que vous choisissez, vous vous engagez. Et on donne du feedback, parce qu'un être humain apprend mieux quand il ne se sent pas jeté dans l'inconnu sans repère. Il apprend mieux aussi quand il peut comprendre, essayer, se situer, ajuster et voir qu'il progresse. Et comme nous sommes humains, c'est exactement la même chose pour nous-mêmes avec nos changements intérieurs. Si tu veux qu'une nouvelle manière de vivre soit mieux accueillie par ton système, je t'encourage à créer des ponts entre l'ancien et le nouveau, entre ce que tu connais et ce que tu vas apprendre, entre la part de toi qui a peur et la part de toi qui veut avancer, entre ce qui t'a protégé hier et ce que tu veux construire maintenant. Et c'est pour ça que selon moi, avoir une connaissance des 3 piliers sur lesquels tu peux agir devient particulièrement précieux. Informer, parce que le flou laisse chaque part de nous remplir les blancs avec ses expériences passées, ses croyances, ses blessures, ses attentes, sa perception de la situation. Informer, ce n'est pas tout savoir à l'avance, ce n'est pas tout maîtriser, mais informer, c'est dire clairement ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas encore, ce qui change, ce qui reste stable et pourquoi ce changement existe et quel est le prochain pas. Quand tu travailles sur ce pilier avec toi-même, cela peut vouloir dire prononcer les questions suivantes et y répondre à voix haute avec ce qui est présent là tout de suite maintenant. Qu'est-ce que je veux changer exactement? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que je veux préserver malgré le changement? Qu'est-ce que ce changement va demander à mon corps, à mon temps
à mon énergie? Qu'est-ce que je dois encore clarifier? Qu'est-ce que tu proposes pour qu'on le vive au mieux? Parce que les phrases trop vagues comme «Je vais reprendre ma vie en main», «Je veux arrêter de me saboter», «Je veux être plus disciplinée», «Je veux me choisir», même si elles sont vraies, génèrent de la peur parce qu'elles sont trop abstraites. Et ton système intérieur a besoin de savoir ce que ça veut dire concrètement. Reprendre ta vie en main, ça ressemble à quoi cette semaine? Arrêter de te saboter, ça veut dire quoi précisément? Te choisir, est-ce que ça veut dire non, te reposer, poser une limite, demander du soutien, arrêter de te parler comme si tu étais une personne détestable? Informer ton système intérieur, c'est lui donner des éléments palpables. Parce que si une part de toi entend on change tout, elle peut paniquer. Mais si elle entend cette semaine, on commence par poser une limite sur tel sujet, ou encore aujourd'hui je consacre 5 minutes avec timer à telle ou telle activité, alors ça devient plus clair, plus concret et plus accessible. Informer, c'est aussi reconnaître ce qui sera conservé, parce qu'une part de nous peut résister au changement parce qu'elle croit que changer veut dire tout effacer, tout perdre, tout abandonner. Alors qu'en réalité, changer veut souvent dire réorganiser, repositionner, mettre à jour, choisir autrement. Tu peux donc lui dire, oui, je change de manière de fonctionner et je garde mes valeurs. Oui, je change de rythme et je garde mon ambition. Oui, je pose plus de limites et je garde mon amour. Oui, je deviens autrement sans renier tout ce que j'ai été jusqu'ici. Quand tu décides d'agir sur le pilier de la formation, former, c'est diminuer le sentiment d'incapacité parce qu'un changement demande souvent de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, un nouveau langage parce que les mots que nous employons façonnent notre perception, une nouvelle posture, une nouvelle organisation, une nouvelle manière de communiquer. Et on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas réussir quelque chose s'il n'a pas encore appris à le faire. Former, ce n'est pas infantiliser. Au contraire, former, c'est reconnaître que pour réussir dans un nouveau contexte, il faut parfois de nouveaux appuis. Même quand on a l'impression de déjà savoir, si on a du mal à faire, cela signifie qu'on doit reprendre certaines notions qu'on pensait acquises pour les revoir en tenant compte de nos nouvelles références. Avec toi-même, il y a aussi des choses à apprendre. On veut poser des limites, mais on culpabilise de devoir dire non. On veut recevoir davantage, mais on se juge d'être mal à l'aise quand quelqu'un nous aide. On veut faire confiance, mais on se flagelle si on n'a pas assez de garanties ou si on n'a pas suffisamment contrôlé. Tu as besoin d'être formé à devenir la nouvelle version de toi. Pas parce que tu es incapable, mais parce qu'il y a une différence entre comprendre et incarner. Et je crois que c'est là que beaucoup de personnes se découragent. Elles croient que parce qu'elles ont compris quelque chose, le changement devrait être immédiat. Tant que tu ne maîtrises pas le geste, tu es en phase d'apprentissage. Incarner demande un entraînement, des répétitions, des essais, peut-être même des erreurs, avec des ajustements. Te former à devenir ta nouvelle version, cela signifie apprendre à dire: «Je ne suis pas disponible pour ça maintenant. Je ne suis pas d'accord. J'ai besoin d'aide. Je vais commencer plus petit». Félicitations pour ce qui a déjà réussi, même si ce n'était pas parfait. Cela peut vouloir dire aussi apprendre à repérer les signaux de ton corps, apprendre à demander du soutien et à t'encourager, apprendre à prendre une décision sans attendre d'être sûr à 100%. Apprendre à recommencer sans te dénigrer. Ce sont des compétences. Et une compétence, cela s'acquiert et se développe sur la durée. Elle ne nous tombe pas du ciel parce qu'on a décidé subitement de changer. Et c'est pour cela que parfois tu as l'impression d'être en train d'échouer alors que tu es surtout en train d'apprendre. Passons maintenant au pilier de l'implication. Impliquer, c'est augmenter l'engagement avec la collaboration. C'est créer un espace où les parties concernées peuvent comprendre leur rôle dans le changement, exprimer ce qu'elles voient, nommer les obstacles et participer à la manière dont le changement se met en place. Impliquer, c'est reconnaître aussi que les différentes parties de toi ont des informations utiles à apporter. Ton enfant intérieur peut te proposer une nouvelle approche plus ludique et créative.
Ton corps peut t'informer sur ton niveau d'énergie réel. Tes émotions peuvent indiquer la façon dont tu es en train de vivre justement ce changement. Ton mental peut t'aider à structurer le plan pour te respecter. Ton intuition peut te donner une direction et tes peurs peuvent te montrer les ressources sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer. Ton rôle, c'est de recueillir les informations utiles, de poser un cadre et de définir le cap tout en ajustant la stratégie si cela paraît nécessaire au fil de l'eau. Et c'est précisément là que tu vas pouvoir utiliser ton leadership intérieur. Pour impliquer l'ensemble de ton système intérieur, une fois que tu as présenté ton objectif, tu peux demander quelle part de moi a une proposition pour que ça se passe au mieux. Et quand ça coince, de quoi ai-je besoin pour le vivre de façon plus fluide et plus sereine? Qu'est-ce que je peux mettre en place dès maintenant? Parce que le changement n'arrive pas seulement dans la tête, il a besoin d'être éprouvé physiquement, dans les gestes, dans les mots, dans les ressentis. Le changement, ce n'est pas juste une injonction, c'est tout un processus. Je vais apprendre à vivre autrement avec les ressources que j'ai, celles que je vais développer, les parties de moi qui résistent, les habitudes en place, les contraintes réelles et le soutien dont j'ai besoin. Et ça, c'est très différent et c'est utile pour que ça soit durable. Accompagner son changement ne veut pas dire se trouver des excuses non plus. Ce n'est pas se dire je ne suis pas prêt donc je ne fais jamais rien et attendre que tout soit parfaitement confortable. Spoiler alerte, le changement est inconfortable. Accompagner son changement, c'est se donner plus de chances d'aller jusqu'au bout. C'est reconnaître que tu es un être vivant, pas un interrupteur. On n'appuie pas sur un bouton en disant nouvelle version activée et voilà. Non. Même la technologie a parfois besoin d'une mise à jour progressive. Alors toi, en tant qu'être vivant, je t'invite plutôt à te dire, je ne suis pas encore prêt ou prête, mais je vais commencer là où j'en suis, avec ce que j'ai à ma disposition, et je verrai en chemin ce que je vais ajuster. Et quand c'est difficile, je t'invite aussi à te rappeler que la mise à jour du système est en cours, comme un itinéraire en cours, avec foi, encouragement, ajustement et compassion. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour commencer. Tu as besoin de commencer pour te perfectionner. Et plus tu fais cela, plus tu abaisses ta résistance au changement. Petit à petit, ton système intérieur s'habitue et apprivoise progressivement le changement. Au bout d'un moment, grâce à l'inertie provoquée par les répétitions, le changement en cours ne sera plus perçu comme une menace. Cela deviendra ton nouveau standard. Et quand tu prendras le temps de regarder le chemin parcouru, tu verras que même si tu n'es pas encore arrivé, tu as déjà progressé par rapport au début du début. Et c'est pour ça aussi que l'accompagnement au changement renforce la confiance en soi. Parce que lorsque tu l'appliques, tu ne découvres pas seulement une méthode, tu découvres que tu n'étais pas incapable de changer. Tu étais peut-être simplement en train de te demander de changer sans te donner les conditions nécessaires pour toi d'y arriver. Et par ricochet, tu remontes ton niveau d'estime parce que tu arrêtes de te voir comme un problème, tu arrêtes de te dire je suis nulle, je bloque toujours, je n'y arriverai jamais, je suis incapable de tenir mes engagements et de respecter mes décisions. Et tu commences à te dire, je suis en phase d'apprentissage. Je n'ai pas tout bien fait, mais j'ai repéré où je peux m'améliorer. J'ai plus de ressources que je ne le pense. Je suis en train de me rapprocher de mon objectif. Ce n'est pas la même posture, ce n'est pas non plus la même énergie. Dans un cas, tu te condamnes, dans l'autre, tu te soutiens. La responsabilité, ce n'est pas la culpabilité. La responsabilité, c'est la capacité de te demander qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant pour avancer avec moi plutôt que contre moi. Et parfois, tu auras besoin d'être accompagné, soutenu et guidé par quelqu'un d'autre aussi. Parce qu'on ne traverse pas les changements tout seul, nous sommes des êtres sociaux. Il y a des passages qui demandent un soutien extérieur, un espace de parole, un cadre, un soutien professionnel ou personnel, des personnes capables de te rappeler le cap quand tu es dans une phase difficile. Et demander de l'aide ne signifie pas que tu es incapable. Cela signifie parfois que tu prends ton changement très au sérieux et que là, le cap que tu as besoin de passer nécessite une aide extérieure. Pas parce que tu es fragile, mais parce que le passage est important et que c'est normal de t'appuyer temporairement sur d'autres personnes. Alors aujourd'hui, si tu es en train de vivre un changement, qu'il soit choisi ou subi, petit ou grand,
je t'invite à regarder comment tu t'accompagnes. Pas seulement ce que tu veux changer, mais comment tu te traites pendant que tu changes. Est-ce que tu accompagnes ton équipe interne ou est-ce que tu lui imposes seulement une nouvelle consigne? Je te propose un petit exercice. Sur une feuille de papier ou sur un tableur, tu choisis un changement que tu es en train de vivre ou que tu aimerais engager. Tu le notes en en-tête du document. Puis tu fais 3 colonnes pour y inscrire les mots informer, former, impliquer. Sous informer, tu réponds à la question: qu'est-ce qui change exactement? Qu'est-ce qui reste stable? Qu'est-ce que je dois clarifier? Dans la colonne former, tu vas répondre à la question: qu'est-ce que je maîtrise et qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Quelles compétences ou quelle posture me manque encore? Quel petit entraînement peut m'aider à avancer? Dans la colonne impliquer, tu vas répondre à la question: quelle part de moi a une proposition pour vivre mieux ce changement? Et quelle est cette proposition? De quoi ai-je besoin pour que ce soit plus fluide? Quel premier ajustement puis-je poser cette semaine ou aujourd'hui? L'idée n'est pas de chercher à tout réussir immédiatement ni de faire un plan parfait, mais d'arrêter de te jeter dans le changement comme si c'était un nouvel Hunger Games. Tu n'es pas une machine que l'on programme, tu es un être vivant que l'on accompagne. Ce changement de posture modifie ta perception du cheminement parce qu'au lieu de te dire: «Je dois changer, sinon je suis nul», tu peux commencer à te dire: «Je suis en train de changer, alors je vais m'accompagner avec bienveillance». Dans le prochain épisode, je te parlerai d'une autre bascule qui peut être importante dans les mécanismes du changement, qui est de passer de «pourquoi ça m'arrive» à «qu'est-ce que ça me permet de vivre?» Pas pour nier la douleur, pas pour forcer la positivité, mais pour retrouver une capacité de recalibrage dans ce que le changement vient bousculer. Pour aujourd'hui, je te laisse avec ceci. Abaisser ta résistance au changement, ce n'est pas te forcer à moins se résister, c'est attiser l'intérêt de toutes les parties de toi à prendre part à ce changement. Informer, former, impliquer et surtout avancer avec toi-même. Je t'invite à prendre le temps de noter ce que ça te fait d'entendre ça parce que parfois ce n'est pas de plus de pression qu'on a besoin pour changer, c'est plus d'accompagnement, plus de clarté et plus de soutien. Merci encore d'être rentré dans cette bulle avec moi. Je t'encourage à partager cet épisode si tu sens que ça peut aider quelqu'un que tu connais à renouer avec le bonheur et la joie. Si ce sujet t'a plu, n'hésite pas à le manifester en laissant un like sous cette vidéo et un commentaire pour me dire ce qui a particulièrement résonné pour toi. Tu peux aussi soutenir la chaîne en t'abonnant et en activant les notifications pour ne rien rater. Tu peux également me retrouver dès maintenant sur Instagram, Victoria Porte-Bonheur. Parce que le bonheur n'est pas un luxe, c'est un appel à l'alignement de soi, à la vie, à la mort. C'était Victoria Bonheur dans le bonheur, à la vie, à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources sans se renier ni s'ignorer. À bientôt!